Chers amis du potager du paresseux, nous sommes vendredi 12 juin. Il a fait très très beau chez nous à tel point que je suis resté dans la maison, une trentaine de degrés tout à l'heure à la station météo en haut. Et puis là, ça se couvre. Ça ne me surprend pas, il y a quelques régions où il y a en ce moment des inondations, des alertes rouges. Ajaccio hier soir, les bagnoles sens dessus, dessous, etc. Donc la météo faisait des siennes. Bon, je le garde à l'œil maintenant, hein, pour pas me faire avoir tout le temps. Je vais aborder un sujet qu'on n'aborde pas assez en relation avec le potager et singulièrement le potager du paresseux. Je voudrais vous parler de la patience. L'homme moderne est devenu d'une impatience incroyable. Incroyable. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en Afrique, je suis revenu il y a une vingtaine d'années maintenant, quelque chose m'a toujours frappé, c'est le système de ce qui s'appelle là-bas les taxis-brousses. C'est quoi un taxi-brousse? C'était à l'époque, on trouvait encore des Peugeot 403 pick-up. C'était plus souvent des 404 et les plus modernes à l'époque étaient des pick-up 504 transformés avec un énorme porte-bagages à l'arrière, des banquettes. Et ces engins avaient 17 places. 17 places dans un de ces machins. Et ce qui surprenait le voyageur à l'époque, c'était que vous arriviez dans un petit village, le marché, et il y avait ces taxis-brousses qui étaient rangés pour aller au chef-lieu suivant. Vous demandiez quand c'est que ça partait, dans 2 heures. Et puis 2 heures après, vous reveniez, ça va partir quand? Oh bah dans 2 heures. Et puis 2 heures après, c'était dans 2 heures. Des fois, vous passiez une nuit sur place et des fois, ça partait le lendemain. En fait, ça partait quand c'était plein. Et alors, pour revenir sur le sujet de la patience, c'est absolument extraordinaire. En fait, il y a 2 façons de gérer nos sociétés. Considérer que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et donc tout faire pour aller vite. TGV, Ferrari, autoroute. Donc on passe un temps fou à réaliser des machines pour gagner du temps que finalement on perd et on consomme, c'est ça qui est important, une énergie absolument colossale. Très franchement, c'est de la philosophie à 10 balles, mais je peux aussi, dans un transat par une journée un peu orageuse, me permettre le luxe d'une philosophie à 10 balles. Je pense que nous courons parce que nous avons peur de la mort. Et nous pensons que plus nous courons, plus on échappera à la mort. Je vous rassure, on court tous à notre mort. Et bon, des fois, courir, ça fait du bien, hein, ça entretient le corps, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'autres s'usent le corps et se foutent en l'air, ça c'est encore autre chose. Donc, et la société africaine, c'est le contraire. Le temps n'a aucune valeur. On est là, on papote, on digresse, on échange des nouvelles sur le cousin, un tel, etc. Et puis le taxi-brousse, il part quand il est plein parce que sa consommation de carburant, divisée par 17 personnes, c'est moins que de faire rouler ce machin avec 3 personnes. Et je ne parle pas des gens qui, chez nous, roulent avec une personne dans une bagnole. Moi, le premier. Donc, voilà. Il y a 2 choses qui sont antinomiques dans la vie, dans notre vie réelle, c'est la vitesse et l'énergie. Plus je consomme d'énergie, plus je peux aller vite, et plus je vais vite, plus je consomme de l'énergie, ou inversement, je privilégie, je me laisse le temps, et je peux optimiser les processus.
Alors cette longue introduction, parce que je lis à peu près tous les commentaires, je reçois des mails de gens qui essayent de faire comme moi et qui constatent que ça ne marche pas. Sous-entendu, ça ne marchait pas comme avant quand je mettais mes engrais, mes fertilisants, que je travaillais au motoculteur, etc. Et c'est vrai, ils ont parfaitement raison. Ces gens-là sont simplement impatients, ils veulent des jardins TGV et ils veulent mettre de l'énergie. Leur énergie à eux, l'énergie de leur motoculteur, l'énergie de leur engrais, l'énergie de leur décoction achetée dans la jardinerie la plus proche en sautant dans la bagnole pour aller acheter ça, etc. Et ils ne supportent pas d'attendre. Alors je vais vous montrer que dans le potager du paresseux, la première chose qu'il faut cultiver, c'est la patience. Très franchement, ces tomates, les fameuses que je n'ai pas arrosées, qui sont toujours pas arrosées, mais il a plu entre-temps. Pour beaucoup de jardiniers, on va dire, conventionnels, ou ceux qui ont encore gardé ce logiciel dans leur tête, mes tomates sont pitoyables. Et par rapport à quelque chose de conventionnel, c'est vrai. Sauf que moi, je m'en fous. Vous pensez quand même pas que là, il y a je ne sais pas combien, cinquantaine de pieds de tomates? Non, peut-être pas tout à fait. 5 rangées, 4 rangées, 2, 6, 25, la moitié. Donc, pieds de tomates, vous ne pensez pas que je vais manger toutes ces tomates-là. L'essentiel des tomates que je vais produire là-dedans, parce qu'à un moment donné, quand ça va produire, parce que ça va produire, je suis patient et je récolte au bout, sans effort. Je papote pour l'instant avec vous, au lieu de piner, bêcher, fertiliser, traiter, sulfater, machiner, etc. Donc ces tomates vont me produire à un moment donné des bassines pleines de tomates qu'on va transformer en coulis, en sauce tomate pour avoir durant tout l'hiver, nous, nos enfants, les enfants qui sont à Paris, la famille, de quoi faire des pizzas, de quoi faire des spaghettis bolognaises, de quoi faire tout ça, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça a l'ombre d'une trace d'importance que ces tomates soient prêtes le 7 juillet ou le 7 août ou le 7 septembre? L'essentiel, c'est que j'ai des bassines. Donc, le potager du paresseux, c'est le potager du peinard. On attend, je sais que j'aurai des tomates, sauf accident dramatique, canicule l'an dernier qui a empêché la fécondation des tomates et j'en ai quand même eu beaucoup, mais pas autant que prévu. Et donc, pour moi, il y a un cirque là qui veut. Ah ben là, carrément, il voulait rentrer dans mes lunettes. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai quelques tomates parce que j'aime bien manger des tomates. Donc celles-là, elles sont dans la serre et je pense que j'en aurai sans doute début juillet. Donc là, j'ai mis des précoces, j'en ai greffé, on reviendra dessus dans une vidéo. Et puis, j'ai ma production de masse ici qui va à son rythme. Alors pourquoi dans le potager du paresseux, les choses traînent? Il y a une raison technique. Parce que l'impatience, c'est parfois aussi de ne pas comprendre. Quand vous comprenez que c'est la logique naturelle des choses, vous admettez bien que dans la forêt, les feuilles sortent quand elles décident de sortir. Vous n'êtes pas impatient début février, mais putain, elles vont sortir ces feuilles, putain, elles vont sortir ces feuilles, elles vont sortir ces feuilles. Pourquoi elles ne sortent pas les feuilles? Qu'est-ce qui se passe? Mais elles ne sortent pas les feuilles? Non, vous ne réagissez pas comme ça. Vous estimez qu'à un moment donné, les conditions, la météo de cette année, etc., fait que les feuilles sortent telle espèce d'abord, puis telle, puis telle, puis telle. Voilà. Vous l'admettez. Et vous êtes patient.
Donc quand on comprend, on est patient. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et peut-être que ça évitera à certains de s'inquiéter. Oui, les jardiniers, je vous l'ai déjà dit et je le répète, les jardiniers sont inquiets. Inquiets, inquiets, inquiets. Première chose, sous mon couvert de foin, qui a beaucoup d'avantages, il y a un inconvénient majeur. Mon sol reste humide, ce qui permet de planter des tomates flagada sans arroser, mais mon sol se réchauffe moins vite, pour deux raisons majeures. La première, c'est que le foin est clair et donc le rayon qui tape là-dessus en mars, en avril, une partie de la lumière repart. Si le foin était noir, il absorberait davantage de lumière, donc d'énergie. Deuxièmement, il est épais, hein, donc regardez, voilà, il est épais, et donc c'est un manteau isolant. Donc il va m'isoler le sol. Si l'air est chaud comme il fait chaud là, en dessous, si je touche mon sol, voilà, il est frais. Tout simplement parce que il y a un manteau de foin sur mon sol qui reste donc froid plus longtemps comparé à un sol que je maintiendrai nu. Et cette différence, elle est considérable. Hein. Je peux raisonner. Alors ça dépend évidemment de la météo, mais c'est une histoire non pas de quelques jours, c'est une histoire de quelques semaines. Donc j'ai 3, 4, 5 semaines de retard sur quelqu'un qui jardinerait en sol nu. Mais comme je sais que je vais avoir des tomates en quantité au bout, je m'en fous. Je m'en fous. Et je laisse ricaner ceux qui ricanent en disant il a des tomates ridicules. Elles poussent toutes seules. Alors un petit ajout à ce niveau-là, j'ai zappé de bien expliquer que se rajoute à ce que je viens de dire, hein, ce rôle isolant du foin, le fait qu'il soit clair et absorbe mal l'énergie lumineuse, se rajoute le fait que ce sol plus humide représente donc plus de matière à réchauffer. En somme, cette énergie, le peu d'énergie qui est capté, doit chauffer bien entendu le sol sec, l'argile, le sable, les limons, les matières organiques, les cailloux, etc. qui s'y trouvent, mais doit aussi chauffer l'eau qui s'y trouve. Or, il y a plus d'eau que dans un sol cultivé à nu. Avantage, puisque je n'ai pas besoin d'arroser mes tomates. Inconvénient, évidemment, puisque le système se réchauffe moins vite. Si vous pensez encore qu'il existe quelque chose de parfait sur Terre, ce n'est pas au potager du paresseux que vous le trouverez. Chaque fois que telle ou telle chose, par rapport à tel ou tel argument, représente un avantage, eh ben, vous grattez un tout petit peu et vous voyez que par ailleurs, c'est un inconvénient. Ou c'est un inconvénient maintenant et un avantage plus tard. Le fait que je garde de l'eau m'enquiquine là. Enfin, m'enquiquinait surtout en mai. Par contre, le fait de garder l'eau, peinard l'été, quoi. Hein. Pas besoin d'arroser pour peu que la météo joue un tout petit peu son rôle et reste dans des normes raisonnables. Canicule, c'est une autre histoire. Hein. On en a parlé l'an dernier. Je ne sais pas si on en reparlera cette année. Donc voilà, comprenez bien, tous ces mécanismes-là, ils sont tout à fait naturels. C'est même de la physique toute bête. Hein. Ça s'appelle la capacité calorifique d'un matériau. Et l'eau a malheureusement, pour mon potager, une capacité calorifique extrêmement élevée. Heureusement pour la Terre, parce que du coup, les océans jouent un rôle de tampon et il n'y aurait sans doute pas de vie sur Terre si la Terre était simplement un caillou avec des températures qui passent de moins 90 la nuit
à plus 150 le jour. Donc comme toujours, avantage et emmerdement. Pas de miracle. Miracle, c'est lourd. Deuxième, donc première raison, elle est liée au foin, avec une conséquence importante qui est que mon sol étant froid, les bactéries qui s'y trouvent travaillent moins facilement, moins rapidement, et donc des processus qui sont absolument indispensables aux vivants vont avoir du retard. C'est notamment le cas de ce qui s'appelle la nitrification, c'est-à-dire la transformation de l'azote contenu dans mes matières organiques, que ce soit le foin, que ce soit les déchets que je balance. Cela doit être décomposé par tout un ensemble de réactions de décomposition qu'on appelle les chaînes trophiques et doit donc être transformé en azote minéral. Ce processus s'appelle la minéralisation. Donc d'abord, c'est ce qu'on appelle improprement l'ammoniac, c'est des ions ammonium, NH4+. Donc dans la solution du sol, il y a des ions ammonium qui eux-mêmes vont en deux réactions chimiques supplémentaires pilotées par des bactéries se transformer en nitrite et en nitrate. Donc vous voyez là vous imaginez des cycles, et cela met du temps. Cela met du temps, cela met même beaucoup de temps parce que c'est trop froid et que même si ce n'était pas trop froid, vous savez qu'un tas de compost, il met quelques semaines, quelques mois à se décomposer. Donc moi, mon foin que j'apporte là, que j'ai mis en mars, pour l'instant, il commence tout juste à se décomposer. Donc comment voulez-vous qu'il nourrisse mes légumes? Trop tôt. Donc mes légumes sont un peu en souffrance d'éléments nutritifs et c'est normal, mais je reste peinard dans mon transat parce que je ne suis pas un excité, parce que je ne suis pas un agité, parce que je suis un jardinier paresseux. Paresseux. Et si vous n'êtes pas paresseux, il ne faut pas regarder mes vidéos. Allez voir les vidéos des jardiniers agités, il y en a. Et on va aller plus loin, parce que c'est plus compliqué encore. Et oui, potager du paresseux est une machinerie, je vais me citer dans mon dernier bouquin, c'est un système extrêmement complexe et c'est un concentré de science. Donc qu'est-ce qui se passe? Au-delà donc de ce retard à la décomposition, du temps logiquement nécessaire pour que ça se décompose, se rajoute quelque chose qu'on ne voit pas, et donc évidemment quand on ne voit pas, on oublie, on râle, putain pourquoi ça n'avance pas, hein, quand vous êtes dans un bouchon, vous ne savez pas ce qu'il y a devant, il y a un accident, 7 personnes qui sont en état quasiment de mort, le SAMU qui travaille, mais vous derrière vous râlez comme un putain. Putain pourquoi ça n'avance pas quoi, hein. De votre point de vue, vous ne comprenez pas. Si vous étiez à la place des 7 blessés graves devant, vous comprendriez pourquoi la police boucle l'autoroute. Mais non, vous râlez. Donc, vous râlez. Ça ne va pas dans mon potager, ce que Didier raconte, c'est merdique, etc., etc. Notez que je m'en fous. Hein. Ce que vous ne voyez pas, je voulais raconter et regarder, si vous ne l'avez pas fait, d'abord la vidéo sur « Je plante mes tomates ». Je vous explique que je n'arrose pas volontairement pour que ces plantes installent le plus vite possible une coopération avec les mycorhizes, les champignons mycorhiziens, donc, et créent avec ces champignons des mycorhizes, c'est-à-dire des organismes qui sont partagés entre leurs racines et les champignons pour explorer le plus possible le sol. Donc quand je plante mes légumes dans un sol qui n'a pas été abîmé par du sulfate de cuivre, dans un sol dans lequel
j'espère un développement extrêmement important de ces réseaux de mycorhizes parce que c'est ça qui va faire ma croissance au mois de juillet, au mois d'août. C'est ça qui va me permettre de limiter mes arrosages, voire s'il pleut une fois de temps en temps, de ne pas arroser du tout en ayant des bons rendements. Et bien, ce réseau doit se développer. Donc, rappelez-vous le dialogue que j'ai esquissé un jour. Je ne sais plus où c'est. Dans une vidéo, je pense, dans un de mes bouquins. Bon, je vais vous le refaire. Je vais vous le refaire, mais on va se déplacer un peu parce que c'est chiant là. Voilà, donc là vous voyez mes fraisiers qui sont en train de changer d'allure. Hein. Depuis qu'il a plu, on voit qu'ils sont bien plus heureux qu'avant. Et donc ils sont en train de rattraper un peu la production, vu que ce sont des remontants. Donc le dialogue entre les plantes et les champignons. Alors je précise parce que quelqu'un m'a dit un jour que je racontais des histoires. Oui, ce que je vous raconte là est bien sûr une métaphore, une allégorie. Je ne vois pas ce qui se passe dans mon sol. Je l'imagine, mais je l'imagine à partir de connaissances scientifiques très précises. Hein. Donc on sait aujourd'hui comment marchent ces mycorhizes, on connaît les flux de carbone entre certaines plantes et ces champignons mycorhiziens, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? La plante a une faculté inouïe qui est de capter l'énergie de la lumière. Donc la plante, pour résumer, a de l'énergie en pagaille, en tout cas elle l'a facilement. Elle doit faire la photosynthèse, c'est pas si simple, mais elle sait faire des sucres à partir du soleil, du gaz carbonique et de l'eau pour l'essentiel. Donc elle a de l'énergie fastoche. Elle a une difficulté qui est encore son héritage d'avant même qu'elle était sur Terre, qui est qu'elle est assez maladroite pour extraire et explorer le sol. Et donc, dès la sortie de l'eau des plantes et la conquête de terre par les plantes se sont associées avec des organismes qui savent faire ça beaucoup mieux, qui sont les champignons. Et donc, c'est fait une sorte de dialogue, de coopération. Moi, plante, je peux faire facilement des sucres. Le champignon, lui, au contraire, est un hétérotrophe comme nous, c'est-à-dire c'est un bouffeur de biomasse dans laquelle il trouve l'énergie que les plantes y ont mis. Sinon, il meurt. Et en l'occurrence, s'agissant des champignons mycorhiziens de nos légumes, c'est même un symbiote strict, c'est-à-dire c'est un organisme qui ne sait pas survivre tout seul. Donc il a besoin que quelqu'un lui donne cette nourriture. Il est comme nous. Hein. Nous, s'il n'y a plus de végétaux, on est mort. Hein. Laissez quelqu'un pérégriner dans le Sahara pendant 2 mois et vous le retrouvez sec et desséché. Donc, deal, je te donne du sucre, mais toi qui es tellement fin, qui es capable de faire des réseaux pour coloniser tout ce sol, tu vas me chercher l'eau, tu vas me chercher les minéraux et tu as cette capacité remarquable de dissoudre des phosphates que moi je n'arrive pas à assimiler, tu vas me digérer ces phosphates qui sont planqués dans le sol. Donc s'installe ce deal. Donc comme moi je plante, pour revenir à mes pieds de tomates, que je ne les arrose pas, je les force en quelque sorte à émettre les signaux chimiques qui disent aux champignons mycorhiziens, je suis là, je suis prêt à te donner du sucre, viens par là. Et donc je crée cette rencontre entre mon pied de tomate et un réseau de champignons mycorhiziens qui au début, il est primitif. Hein. Il y a dans le sol ce qui s'appelle des propagules, des tout petits organes
de réserve, ce ne sont pas des graines, mais imaginez que ce sont les graines de ces champignons mycorhiziens qui vont germer et qui, tant qu'ils ne rencontrent pas la racine du pied de tomate, n'ont pas d'énergie, ne peuvent pas se développer. Donc qu'est-ce qui va se passer quand j'ai planté mes tomates qui font le 0,6 du champignon mycorhizien pour créer cette liaison, cette coopération? Ben, ensuite, le pied de tomate va se faire siphonner une partie non négligeable, hein, dans le bilan total au bout de la culture. Ces champignons mycorhiziens peuvent bouffer jusqu'à 25-30% des produits de la photosynthèse de votre pied de tomate. C'est le prix à payer pour le pied de tomate pour avoir un accès libre et gratuit à un grand volume de terre, à l'eau qui s'y trouve et aux minéraux qui s'y trouvent. Donc le pied de tomate, chez moi, est obligé de payer parce que moi, je refuse de payer une jardinerie. Comprenez bien ça. Et donc mon pied de tomate est obligé de se sacrifier, de sacrifier sa croissance dans un premier temps pour développer son réseau mycorhizien. Donc dans un premier temps, mes tomates, mais aussi d'autres plantes, mes choux, etc., paraissent chétifs, pédalent dans la semoule, ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas. Et oui, en fait, ça pousse sous terre, sous une forme invisible. C'est en train de créer le réseau qui permettra ensuite d'explorer le sol et de bien se nourrir sans artificialité, sans que le jardinier ne s'en mêle. Et donc vous comprenez tout à coup que la patience, c'est tout à fait autre chose que de la bêtise. C'est juste laisser le temps à la plante d'installer le réseau qui fera qu'ensuite elle sera bien installée, qu'elle va croître, qu'elle va être bien nourrie et qu'elle va produire beaucoup. Voilà, au bout de cette longue histoire, mon appel à tous les jardiniers de bon sens à cultiver d'abord la patience. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la patience est aussi une sorte de plante, hein, de la famille des rumex, donc le cousin sauvage de l'oseille ou un des cousins sauvages de l'oseille. Donc on peut cultiver de la patience, la plante martyre, elle est là-bas, et on peut cultiver la patience dans sa tête quand on comprend ces mécanismes-là. Et donc on va voir dans les semaines qui viennent comment évoluent les tomates. Je vais quand même vous montrer un ou deux points de détail de ce que je viens de vous raconter. Je vais m'arracher à mon transat. Alors voilà donc ici, hein, on va retrouver, si vous regardez la fameuse vidéo sur la plantation, mes deux pieds flagada, celui qui était complètement flagada et qui vous faisait tant de peine. Donc là, il va devenir urgent que je les tuteur sur des ficelles, mais vous voyez que ça se développe maintenant assez bien. Cette période de 3-4 semaines, un peu difficile pour ces plants, et derrière, et donc là maintenant que mon sol est humide en dessous, vous pouvez voir le sol, il est bien humide du fait des pluies qu'on a eues. Sauf accident, donc sauf un râteau-pied qui passe par là et qui me bouffe les racines, ça va s'accélérer de façon spectaculaire. Le foin, dans sa partie basse là, commence à être décomposé. Là, vous avez quelque chose qui s'apparente maintenant à du fumier.
Ça commence tout juste, hein, donc vous commencez à voir ces parties un peu graisseuses, un peu grasses comme ça, un peu collantes. Ça, c'est le signe que les bactéries sont en train de minéraliser cette matière. Et donc, au fur et à mesure, ça va s'accélérer et nourrir mon pied qui va devenir de plus en plus vert puisqu'il va se nourrir lui-même à travers donc ces réseaux dits réseaux trophiques dans le sol. Déjà la première tomate ici, hein, donc ce stress souvent se traduit aussi par une floraison et une mise à fruit plus précoce, hein, puisque donc une plante, quand elle est stressée, elle a tendance à fleurir et à faire des fruits. L'autre flagada, il est là-bas, hein, c'est celui-là, qui baissait la tête au moment où je vous l'avais filmé. Voilà, donc tout ça, je le répète, à ce jour, jamais arrosé, mais il a plu, hein, donc je suis honnête avec vous. Donc le sol s'est mouillé, en tout cas là où il est couvert, il est mouillé. Là où il est à nu, ça se voit ici, il est sec, hein. Donc là, ça manque un peu de foin, et du coup, j'ai perdu une partie de mon humidité. Alors là, ce sont 3 pieds de concombre plantés ici il y a déjà assez longtemps, donc les jardiniers Ferrari ou TGV seraient déjà dépités, ou peut-être députés. Jaunâtre, hein, donc pour l'instant pas du tout chouette. Les cucurbitacées en particulier, hein, donc toute la famille des concombres, des courgettes, des potirons, etc. Dans mon système, quand je les sors du châssis et que je les plante dehors et qu'ils tombent sur ces sols un peu trop gorgés d'eau, un peu trop froids, en général, sont extrêmement chétifs et désespérants. Alors là, quand même, eux, ils ont eu un petit soutien qui commence à produire ses effets. Les dernières feuilles sont beaucoup plus vertes. Soutien sous forme d'urine. Donc j'utilise mon urine en quantité raisonnable, mais sans hésitation, pour soutenir des plants. L'urine, c'est quoi? L'urine, c'est tout simplement de l'urée. L'urée, c'est le déchet qui renferme les radicaux amines, hein, des acides aminés, c'est-à-dire ce qui est très voisin de l'ammoniac. Donc NH2, pour ceux d'entre vous qui ont des notions de chimie, qui devient l'ion NH4+, dans le sol. Donc j'apporte sous une forme minérale, dans notre urine, l'azote est sous forme dissoute dans l'eau et minérale. Donc c'est un engrais. C'est un engrais, même très très proche de l'ammonitrate, donc de ce qu'utilisent les agriculteurs pour booster leur culture dans les champs. Donc à utiliser à peu près comme des engrais azotés, c'est-à-dire potentiellement à haute dose, on peut créer les mêmes problèmes de croissance excessive avec des hypersensibilités aux maladies, etc. Mais donc à petite dose, qu'est-ce que je fais? Je prends mon arrosoir de 10 litres, je pisse dedans et je le répartis sur ces 3 pieds. Et puis j'observe. Pendant 8 jours, plus rien. Plus rien du tout parce qu'il faut d'abord regarder les effets. Et là, donc ceux-là, ils ont eu 2 fois ce traitement. La première fois, pas de réaction significative, ça ne s'est pas boosté. Donc j'en ai rajouté une dose et maintenant je vois que ça verdit. Et donc là, je dis attention, l'urine, bien qu'étant naturelle, c'est tout à fait comparable à de l'engrais qu'utilisé par l'agriculteur
dissous dans son arrosoir ou dans un arrosoir. Et donc, je peux faire exactement les mêmes dégâts avec, c'est même pire, puisqu'en plus, il y a le sel que nous rajoutons dans notre alimentation et qui, par conséquent, se retrouve dans notre urine. Notre urine élimine exactement autant de sel qu'on en mange. Et par conséquent, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour un sol. Je coupe pour juste rajouter une précision parce que j'ai souvent lu une confusion à ce sujet. Le fait de diluer l'urine ne change strictement rien à la quantité finale de sodium qu'on va apporter à son sol. Autrement dit, que je pisse directement sur ce sol à un endroit donné ou que je pisse dans un arrosoir que je verse à cet endroit ou que je pisse dans un camion citerne que je verse à cet endroit-là, la quantité finale de sodium, une fois que l'eau sera partie, évaporée, infiltrée, etc., assimilée par les plantes, la quantité finale de sodium sera la même. Alors en extérieur, c'est pas quelque chose de dramatique du tout, pour une raison très simple, le sodium est très facilement lessivé. C'est pour ça que la mer est salée. La terre, les minéraux ne retiennent pas le sel. Et donc, chaque fois qu'il pleut, ce sodium est entraîné et finit, depuis la nuit des temps, dans la mer, où nous allons d'ailleurs le chercher. Donc en extérieur, ce n'est pas un problème sérieux, même si temporairement, là, par exemple, à l'approche de l'été, des quantités trop importantes pourraient poser des problèmes. Durant l'hiver, lessiver, ça dégage. En revanche, ça peut être un problème tout à fait sérieux dans une serre où ce lessivage n'a pas lieu et année après année, vous accumulez du sodium et vous finissez par avoir un sol tel que ça existe dans tous les pays où la quantité de précipitation n'est pas suffisante pour lessiver le sol. C'est notamment le cas dans toutes les régions semi-arides où se forment des croûtes de sel qui stérilisent le sol. Donc attention dans les serres, en extérieur, ça n'a pas un grand problème. Le fait de diluer, par contre, va jouer sur la conductivité électrique du sol et peut perturber la chimie du sol. Donc il vaut mieux, notamment quand le sol est sec, diluer. Quand il a plu, il m'arrive de pisser à côté, je pisse pas dessus, hein, juste à côté d'un pied de cucurbitacée comme celui-là, parce que je regarde. Que fait un âne? Que fait un cheval? Là où il est, il pisse. Est-ce que vous avez vu que chaque fois qu'un âne pisse, il y a un trou qui se forme, l'herbe qui crame? J'ai jamais vu ça. Au contraire, je la vois toujours. Je vois des anneaux verts comme ça à l'endroit où les animaux pissent. Et donc, je me suis dit, je ne suis pas plus con qu'un âne, je pisse là où je suis. Donc voilà, petit dopage. Et donc, pour l'instant, ça traîne encore un tout petit peu, mais ça va évoluer très très vite. Alors, ce pied de courgette ici était à peu près comparable au concombre que je viens de vous montrer. Et après un petit coup de boost, il y a encore des traces sur des vieilles feuilles, là un peu jaunâtres, mais après un petit coup de boost, est en train de s'installer de façon tout à fait correcte. J'arrache quelques liserons, donc là on est dans les anciens fraisiers et je vais me bagarrer pendant cette année avec quelques repousses de liserons et de potentilles qui avaient commencé par envahir mes fraisiers. Donc c'est pour ça que je les ai supprimés ici pour remettre de l'ordre. Alors voilà, ici un pied de potiron, le premier qui a été planté à l'extérieur, jaune et chétif comme ce que vous venez de voir. Traitement, et là, regardez un peu, je crains que j'ai un tout petit peu abusé. Il s'est peut-être pris
2 ou 3 doses, dont une de trop, donc un peu vert foncé comme ça, signe que sa fertilisation azotée est un tout petit peu poussée, et donc il est urgent maintenant d'arrêter les apports de type urine. Le foin, à travers sa décomposition, prenant largement le relais et apportant le foin aussi tous les autres éléments. Il n'y a pas que l'azote. L'azote fait verdir comme ça. Quand il en manque, les plantes jaunissent. Mais une plante a besoin de phosphore, de potassium, de manganèse, de calcium, de magnésium, et j'en oublie. Et donc plus haut, on va peut-être aller le voir, un autre potiron qui lui a encore des feuilles jaunâtres et des feuilles dopées. Et là-bas, il y en a un qui ne montre pas encore les signes de verdissement. Il est installé plus récemment et donc il est encore dans cette phase où il construit son système dans le sol. Il n'a pas encore retrouvé sa pleine vigueur, mais aucune raison de s'inquiéter. Voilà, alors ce petit marron, hein, donc vous voyez, vieille feuille jaune, carencée, pas chouette du tout. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les nouvelles pousses sont bien vertes et par conséquent, il aura vite fait de rattraper ce stress. Toujours quelques liserons ici en bordure de haie que chaque fois que je m'agenouille, j'arrache. Voilà. Et ici donc, hein, ce pied de butternut avec une feuille qui a pris je ne sais quelle maladie que je vais enlever et jeter. Et puis, comme vous pouvez le voir, là c'est encore un peu plus en retard, mais c'est le dernier, la dernière cucurbitacée dans ce secteur qu'on a planté. Et donc, elle est dans cette phase chétive où elle n'a pas encore trouvé ses copines, les mycorhizes, et où tous les mécanismes ne sont pas encore en place. Mais rien d'inquiétant. On voit que le bout des feuilles ici, enfin les feuilles du bout plus exactement, pas le bout des feuilles, les feuilles du bout, donc les dernières nées, sont verdâtres. Ici 2, 3 pucerons noirs, premier que je vois sur les cucurbitacées cette année. Alors là je pense que c'est un melon, bizarrement pas étiqueté cette année, on avait pourtant dit qu'on ferait des efforts. Donc lui aussi, encore dans la phase pas chouette, mais ça va sûrement très vite s'arranger. Tous mes cucurbitacées, ce qui leur prend au nez, c'est qu'un râteau-pied arrive par en dessous et me niaque la racine principale. C'est assez fréquent. Et donc là, tout à coup, ça va se dessécher et crever sur pied. C'est le plus gros problème que j'ai avec les cucurbitacées, et puis donc ce retard à l'allumage, mais patience, on a dit. Alors même chose pour ces aubergines ici, hein. L'aubergine aussi est toujours un peu délicate au démarrage, pourtant là, ce monticule, c'est du vieux foin bien composté en surface. C'était celui qui avait couvert mes pommes de terre l'an dernier, d'ailleurs il y a une ou deux repousse spontanée de pommes de terre. Donc aubergine, là aussi, très difficile au niveau du démarrage à ce stade, dans le sol froid, etc. Celle-là m'inquiète, parce que là, les feuilles ont desséché, donc je suis en train de gratouiller pour savoir s'il n'y a pas mes... Ah ben voilà, une galerie. Voilà, là il y a une galerie. Donc j'étais inquiet à juste titre, et je vais laisser ouvert, je vais poser un piège, parce que là, ça va mal se passer pour ce pied d'aubergine. Donc ça, là, évidemment, c'est un tout petit peu le métier, hein, enfin le métier, ça paraît présomptueux comme ça,
mais 7 ou 8 ans, ou 8 années, ouais, avec cette façon de faire. Donc on apprend très très vite voilà, à repérer un pied sur lequel il se passe quelque chose. Donc on apprend très vite à gratouiller pour voir ce qui se passe en dessous et pour essayer de remédier à ça. Ce pied n'est pas mort. Hein, si, là, j'ai donc remué la terre et je verrai s'il y a des poussées de rate-au-pied. Si ce n'est pas le cas, il y a déjà des repousses sur le côté et ça va déjà repartir et dans 1 ou 2 mois, vous ne le reconnaîtrez plus. Mais bien sûr, petit retard, hein, petit accident, comparé aux autres qui, eux, non plus ne sont pas brillants, donc, mais c'est toujours comme ça au début, cette installation. Cette phase de transition, alors là, ce sont... non, ce sont les nôtres, j'allais dire ce sont des plans achetés, non, ce sont les nôtres. Ceux que j'avais commencé dans mon salon et qui donc, au moment de les sortir du châssis, toujours, prennent ce coup de blues, le temps de réaliser les liaisons, de s'adapter au sol, et ainsi de suite. Et toujours, quand je fouille, hein, des vers de terre, ça, évidemment, c'est une constante ici. Donc c'est bien humide, les plis ont bien fait leur boulot. Je suis très confiant, là ça va bien se passer. Au passage ici, du foin moisi, hein, donc ça c'est évidemment une très très bonne chose. Hein, quand vous voyez le foin moisi, ça veut dire que les champignons travaillent, ça veut dire que ce foin est en train d'être décomposé, si ça vous plaît, appelez ça composté en surface, et donc ça veut dire que bientôt il sera transformé en élément nutritif pour votre sol. Pas si je le mets en surface comme je le fais là, tel qu'il était avant, c'est-à-dire au contact du sol humide. Voilà, alors on va terminer cette vidéo entre ces deux plantes martyrs, hein, ces cardons, envahis là de pucerons noirs, soigneusement entretenus, élevés, ces pucerons noirs, par des fourmis. Il y a là une belle autoroute à fourmis, tellement exubérant que j'ai été obligé de tailler un peu devant là parce qu'il m'étouffait justement un des pieds de melon. Donc voilà, les feuilles que j'ai taillées sont là, vont se décomposer en surface et vont nourrir mon système. Donc voilà, eux, ils sont évidemment installés depuis 2 ans et donc pour eux, l'investissement était fait. Hein. Donc eux, dès que les choses se sont améliorées là avec les températures qui sont remontées, avec la pluie qui est venue, tout de suite, ils ont fusé et là, ils sont en train donc de nous faire des fleurs. Donc bientôt, il y aura des magnifiques fleurs. C'est une très très belle fleur et donc je suis en train d'en installer dans la partie ornementale. Celui-là, je vais le décapiter parce qu'il m'agace trop là en plein milieu. Il était à l'origine destiné, ça devait être une petite plante comme ça, martyre, là pour m'attirer les rate-au-pied qui venaient de la prairie voisine. Alors j'en ai bien chopé quelques-uns, mais j'ai jamais de la vie pensé que ça deviendrait un truc exubérant comme ça. Donc ce qui se passe là dans le principe pour mes cardons, je n'ai pas beaucoup de doutes que ça se passe également pour mes cucurbitacées, pour mes pieds de tomates, etc. Alors évidemment, quand pour la première fois, vous essayez de suivre ce que certains appellent ma méthode. Je rappelle que ce n'est pas une méthode, c'est une façon d'envisager le jardinage, où chacun doit trouver son système à lui grâce aux mécanismes que je ne cesse de décrire et parfois donc de raconter de façon un peu enjolivée, mais néanmoins, je l'espère, réaliste par rapport
à la connaissance scientifique qu'il y a derrière. Donc je comprends que quand on passe d'un système à un autre, on soit un peu déboussolé, on n'a pas tout de suite cette leçon, ce recul et cultiver la patience comme je l'ai fait dans mes années africaines. Je suis désolé pour vous, hein, vous auriez mieux fait de passer 12 ans en Afrique, là où il n'y a pas d'eau au robinet, où il n'y a pas de médecin sur place, là où les taxis-brousses ne partent pas à 17h37, mais partent quand ils sont pleins, et vous auriez une autre vision du monde. Vous n'avez pas eu la chance de connaître ça, donc je ne vous en veux pas. Maintenant, soyez un peu cool. Surtout ne me croyez pas, hein, c'est le b.a.-ba de mes vidéos, de mes livres et de mes conférences. Ne me croyez pas. Doutez comme des truies de tout ce que je peux dire. Essayez sur quelques mètres carrés pour voir si ça se passe bien. Soyez patient quand vos tomates pédalent dans la semoule. Elles travaillent, elles sont en train de réaliser leur réseau de mycorhizes, elles sont en train de tout mettre dans le sol d'abord avant de gicler en haut. Essayez de le comprendre. Vos cucurbitacées sont un peu chétives, une petite giclette d'urine pour soutenir une phase difficile, celle de leur installation, et puis vous arrêtez pour ne pas les doper. Vous verrez que normalement, tout se passera bien. Bien sûr, voilà, encore un cirque qui s'est posé sur mes doigts, ils sont partout. Bien sûr, de temps en temps, vous avez des accidents. Là, il manque une aubergine qui a été niaquée par une limace, parce qu'avec les pluies, j'ai quand même eu quelques limaces et quelques dégâts collatéraux, on va dire. Mais bon, rien de catastrophique, hein. Je rappelle là aussi, en plus d'une leçon de patience, une leçon de partage. 25% de ce qui pousse ici peut ou revient de droit aux organismes avec lesquels je partage ce potager. Donc 25% de mes salades qui disparaissent, il n'y a pas de quoi se fusiller. Quand c'est 100% qui disparaît, je suis d'accord avec vous, c'est agaçant. Et par chance, avec mes différents équilibres, etc., peut-être aussi l'emplacement, peut-être aussi le climat, peut-être aussi la haie qui est là derrière, peut-être je ne sais pas quoi, font que chez moi, c'est très rarement 100% qui se fait niaquer. Voilà donc. Ah ben non, il faut que je vous montre ça. Je vous montre ça. Quand je vous dis que la nature n'a qu'une, enfin les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Regardez là cet oignon-là qui était à moitié pourri et donc on a balancé ici sur le foin et qui est en train de repartir. Donc là, il fait ses feuilles à partir de ce qui lui reste de réserve, la part du bulbe qui n'avait pas pourri. Et si je le laisse, petit à petit, des racines vont sortir et ce pied va s'installer juste parce que je l'ai jeté comme ça ici. Les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Restez avec cette idée, au lieu de vous torturer avec l'idée inverse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça pousse? Et je vous souhaite donc d'avoir assez de patience.